Eh bien, yo tout le monde, c'est Matt aujourd'hui, nouvelle interview et j'ai un invité de marque. 2 ans qu'on attend cette interview, 2 ans et elle est enfin là. Donc j'ai la chance aujourd'hui d'avoir sur la chaîne Mr Fuji. Merci, merci Pokémon. C'est vrai que ça fait 2 ans qu'on en parle. Ouais, 2 ans et c'est vrai qu'on a mis du temps à trouver une date, mais ça y est, on y est enfin. On y est enfin arrivé, ouais. Et du coup, on va commencer avec la première question. Qui es-tu? Présente-toi. Bah écoute, moi c'est Mr Fuji. En tout cas, on me connaît dans la communauté en tant que Mr Fuji. Mhm. Mon prénom c'est Nasser. Je collectionne principalement du japonais ancien, mais je suis ouvert à tout. Franchement, tout peut me m'enjailler, donc il n'y a aucun souci. Et du coup, on avait une fameuse question. Mhm. Tu m'avais dit à l'époque, j'aimerais bien répondre que sur ta chaîne. Ouais. Ça se trouve, ça n'a pas été fait, mais pourquoi Mr Fuji? Alors Mr Fuji, comme on peut le voir sur mes réseaux, c'est le nom d'un personnage Pokémon Ouais, une de carte, l'Avant-Ville, une carte une directeur. carte. Avec, oui, j'ai repris le même artwork, je ne me suis pas pris la tête depuis. Mais la vraie raison de Mr Fuji, tu sais c'est quoi? Non. C'est que donc moi je collectionne depuis 1999, dès que Pokémon est sorti. Ah ouais, ok. Ouais, carrément. Je me suis arrêté entre temps, j'ai repris en 2014, mais ça on en reviendra. Et en fait, tu avais un japonais qui venait à Paris. En gros, si tu veux, à Jussieu, à Paris, c'est là où il y avait l'univers Magic, où les gens venaient se retrouver. Et à la sortie du métro, tu avais des gens sur des bancs qui se posaient pour échanger des cartes Magic. Et la même chose s'est passée pour Pokémon, à une moindre échelle, parce que Magic était comme très très puissant. Et tu avais un japonais, alors je sais pas s'il travaillait à Paris, ou je sais pas ce qu'il faisait à Paris, mais quand il venait avec des classeurs de cartes Pokémon. Et ce monsieur s'appelait Monsieur Fuji. Ok. Et j'avais de très bons amis à moi, d'ailleurs que je connais toujours, c'est même des frérots, qui m'ont appelé Fuji à l'époque. Et donc, à l'ère des réseaux sociaux, quand j'ai dû me créer un compte, c'est tout naturellement que j'ai pris le nom à Mr Fuji. Trop Voilà. stylé. Donc ça date d'il y a très longtemps. Ok. Ouais, Et c'est vrai que t'as jamais changé de pseudo. j'ai jamais changé, ouais. Incroyable. Et je l'aime bien, tu vois. J'ai même pensé à changer mon intercivil. Et du coup, tu disais que tu es dans Pokémon depuis la sortie, donc 99, mais officiellement depuis 2014. Qu'est-ce qui t'a C'est fait ça. reprendre? Alors, en 99, vraiment, moi j'ai découvert, comme tout le monde, Pokémon, et je me rappellerai toujours comment je l'ai découvert. J'étais au conservatoire de musique, Mhm. il y avait des petits magazines en libre service, et j'ouvre et tu avais une pub où tu avais des Pokémon qui se tenaient, tu sais, quand tu arrêtes des suspects et tu les prends en photo derrière un mur avec il y a des lignes même pour mesurer leur taille, je sais pas comment Ouais, ça oui, s'appelle. si, ouais. Un peu à la Usual Suspect, tu vois. Ouais, pour les détenus, ouais. Pour les détenus, un peu Dalton. Et ça m'avait parlé, tu vois. Après, nous, on est la génération Japanimation, Club Dorothée, donc de fait, ça m'a parlé, voilà. C'était comme ça que ça avait commencé. Et j'ai continué jusqu'en 2001. Mais en 2001, quand j'ai arrêté, c'est parce que la hype est retombée. Et je devenais pré-ado. Donc j'avais d'autres centres d'intérêt et c'était pas forcément facile d'assumer Pokémon. Ouais, Mais je m'étais passé ça. C'était compliqué, ouais. Mais je m'étais toujours promis d'une chose, et j'ai la chance de venir d'une famille de collectionneurs, que je reviendrai toujours à ma collection, quoi qu'il arrive. Mais que j'attendrai d'avoir un job et une situation pour y revenir. Et c'est tout naturellement que 15 ans plus tard, ça s'est passé comme ça. C'est ouf C'est ouf, hein. d'avoir tenu aussi Ah longtemps ouais. pour. Après, j'imagine que pendant cette période un peu plus faible, t'étais quand même, tu te tenais au courant des sorties, Ah ouais. enfin, dans l'ombre. En Je gros. regardais toujours Pokémon. Tu sais, j'avais gardé vraiment une très très bonne affinité avec Pokémon. Mm. C'est plus qu'une affinité, c'est Bah, aujourd'hui, oui. tout ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai toujours aimé le plus. C'est vraiment quelque chose de particulier avec Pokémon, et d'autant plus aujourd'hui, tu me diras, ça c'est vrai. Et j'ai eu la chance d'aller au Japon en 2005 ou 2006, je me rappelle plus. Et forcément, ouais, il y avait du Pokémon, et Bah, ça là-bas, faisait quelque chose. J'avais rien acheté de Pokémon, mais dès que je voyais du Pokémon partout, ouais, je kiffais. Et je savais que tu vois, mon plan était précis. Il fallait que dès que j'ai un job, hop, tu te mettre dedans. ouais, je vais m'en mettre dedans. Et C'est du tout coup, le tu temps. as commencé par collectionner quoi et qu'est-ce que tu collectionnes aujourd'hui? Écoute, j'ai sorti mes classeurs, donc set de base Jungle Fossil que j'ai ouvert. Moi à l'époque, je me rappelle des boosters et des displays au tabac. Enfin, j'allais souvent en Toys R Us de la Défense. Je le répète souvent avec les personnes avec qui je discute. Et là-bas, ouais, enfin, c'est comme ça que j'avais commencé. Et j'ai commencé, ma première carte que j'ai achetée, je me rappelle, c'était un magnéton fossile holo, première édition, à 8 €. Bah, à l'époque, ça valait que dalle. Ah, ça va, sorry, mais pour te dire, je m'en souviens. Ouais. Et j'ai commencé comme ça. Je faisais un peu de japonais parce que j'ai eu la chance de connaître le japonais tout de suite en 99-2000. Donc j'avais déjà l'affinité par rapport à ça. Et ce qu'il me fallait absolument, dis-toi, j'ai repris. Alors en juillet, j'ai redécouvert vraiment Pokémon. En août, j'achète ma première display set de base. Je dis à combien ou pas? Vas-y, dis à combien pour. À 400 € qui venait des États-Unis, Ouais. cette histoire. Et le mec l'a mis dans une enveloppe, mais genre papier quoi. Elle arrivait, mais défoncée. Moi, je m'en foutais parce que je voulais l'ouvrir. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Donc j'ai commencé vraiment avec ça.
Et Le après, set de base français, puis après par la suite. c'est ça. Mes sets d'enfance, Ouais. la display parce que je voulais en ouvrir une depuis l'époque. Et après, c'est parti. Et tu les as toujours aujourd'hui, ces collections-là? Mes collections d'enfance, ouais, je les ai toujours. Ouais, je les ai toujours. J'ai set de base, mais Jungle Fossil, j'ai tout vendu pour pour me consacrer exclusivement aux japonais Ouais, ok. et aux achats coup de cœur. Ok, mais donc tu as quand même la fameuse set de base en français. Ouais, voilà. Dès l'enfance. Et tu as aussi encore une display édition ou pas? Et je l'ai vendu récemment. Ok. Je l'ai vendu, mais comme c'est quelque chose que tu trouves assez facilement, ça va, ça me dérange pas. Ok. Ça me dérange pas. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu collectionnes réellement? Aujourd'hui, là, Ouais. là, à l'heure où on en parle, là, ce que je cherche énormément, ce sont les cartes signées, à la fois d'illustrateurs, donc Sugimori, Arita, Nishida et autres, mais aussi de personnalités de Pokémon, comme Ishihara ou ceux qui ont créé les jeux vidéo, ce genre de personnes. Et ça, Ok. c'est un peu c'est le truc du moment. Ok. C'est l'objectif du moment. Parce qu'il y a aussi beaucoup de cartes exceptionnelles qu'on peut retrouver sur ton Instagram, ton Instagram qui sera d'ailleurs dans la description, n'hésitez pas. Des cartes un peu trophy, des cartes d'événements, des cartes de tournois. Comment tu t'es dit que tu allais te diriger vers ce genre de cartes? Parce que c'est pas des cartes qu'on voit tous les jours. Alors, c'est franchement très naturellement. Mhm. C'est fou que ça puisse te paraître, mais c'est très naturel. Parce que comme je te disais, j'ai eu la chance de connaître le japonais et ces cartes-là quand j'étais petit. Mhm. Comment j'ai connu ça? Déjà, tu es à Paris, donc au niveau central, tu es peut-être le mieux situé. Donc là, il y a Ouais. vraiment beaucoup de choses qui venaient. Et même les vendeurs de l'époque, déjà, avaient du japonais. À Paris, on a la chance, à côté d'Opéra, pas loin, on a fait le gala d'ailleurs. Ok. Il y a une boutique qui s'appelle Junkudo, qui est une boutique spécialisée japonaise, c'est une librairie japonaise pour faire simple. Et au sous-sol, ils vendent des articles japonais importés du Japon. Donc des boosters, des displays, ils en avaient déjà à l'époque. Ok. Et ils avaient un truc, ce qu'on appelle nous la Bible Pokémon. Je sais pas si tu es au courant de ça. Si, la Silver Bible. La Silver Bible, J'ai ouais. eu la chance de la tenir grâce à PK Vintage. Et je vous conseille fortement, si vous pouvez au moins l'avoir dans les mains ou si la commander, elle est encore disponible. Enfin, elle est disponible. Et En coûte cher vintage. maintenant. Elle coûte assez cher, c'est ce qui est Coûte ouf. cher. Hein. Ouais. Et là-dedans, bah, tu as les trophies. Et tu avais des magazines français, parce qu'il y avait beaucoup plus de magazines qu'aujourd'hui. Tu sais, c'était pas forcément les sites internet comme aujourd'hui ou les réseaux sociaux. Et là-dedans, ils faisaient des articles sur les trophies. Donc tout ce qui était illustrateur, c'est pour ça que moi quand je suis revenu, c'était naturel. On parlait d'illustrateur, il n'y avait rien de choquant. Et c'est là où je me suis dit, bah oui, je vais tenter de les attraper. Parce que le but du jeu, c'est attraper-les tous, en tout cas. Attraper tous vos objectifs, atteignez tous vos objectifs. Et pour répondre à ta question initiale, c'est comme ça que ça s'est fait. Ok. Ah oui, ok. Je pensais vraiment pas. Ouais, c'est ouf. Hein. Incroyable. Pourtant, à l'époque, il n'y en avait pas tant d'articles ça sur les trophies. Genre, fallait vraiment trouver le magazine qui était Ouais. vraiment spécialisé là-dessus parce que tout ce qui était tournoi japonais, c'était pas trop en France. Non, c'était. Et tu sais, même. T'as vraiment eu de la chance, quoi. Non, j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Là, je m'en rends compte. Moi, c'était mon quotidien quand j'étais petit, donc j'avais pas de référentiel. Et je me dis, bon, il y a des magazines, je les lis. Et forcément, quand tu es dans une passion et tu as un hobby, et vraiment quand tu es à fond, et j'étais vraiment à fond dedans. Je passais, alors mercredi, samedi, j'allais à Toys R Us ou à la Grande Librairie pour jouer. Et tout le reste de la semaine, je faisais que lire les tours, les articles. J'étais vraiment à fond. Pendant 2 ans et demi, à peu près, quand j'étais petit, je faisais que ça. Ah ouais. Et tout mon argent de poche passait dedans. L'argent de mon anniversaire et tout, donc c'était vraiment ma passion. C'est pour ça que je te dis, ça a une place très importante dans mon cœur Pokémon. On se rend pas compte, mais ouais. C'est une place pour beaucoup de monde. Hein, Et, sur toi. et pour la petite histoire, à l'époque, tu avais le Pikachu Anniversary, le second anniversary, si je dis pas, donc le Pikachu du 2e anniversaire Pokémon, en holo. Dans ces articles-là, en tout cas en France, c'était considéré comme une carte méga rare. Et ils importaient aussi beaucoup des États-Unis, parce que les États-Unis, ils faisaient vraiment des articles de ouf là-dessus. La carte promo anniversaire, Ouais, ouais. celle qui est dans la Pro Black Star. Voilà, exactement, Ok. exactement. Et le monsieur Fuji en question, dont on a parlé en préambule, il avait des pages remplies de ça. Et moi, j'avais pas une bourse énorme, tu vois, enfin, j'avais pas beaucoup d'argent. Et il en avait une qui était coupée, où le petit avait coupé son nom, tu vois. Et il l'avait rescotché, et cette carte-là, je l'ai encore. Incroyable. Ouais. Bah, Pour te dire à quel point j'étais matrixé par les cartes rares déjà à l'époque. ah ouais. Enfin, ce qu'on considérait rare. maintenant. Oui. Enfin, aujourd'hui, en vrai, l'anniversaire est quand même très rare aujourd'hui. Ouais, En français, Ouais, en français, ouais, en français, c'est ouf. Mais En- moi, c'est en la anglais. version japonaise, Ah oui. plutôt pour moi, ouais. parce que c'est vrai qu'en anglais, bon, elle est plus facilement trouvable, mais en français, Ouais. elle est beaucoup plus rare. Et du coup, pour revenir un peu sur ton palmarès, en 2020, tu as pu acquérir la Pikachu Illustrator avec une photo avec, on peut voir 2 Charizard Shadowled, dans 1 édition 1, 1 édition 2. Mhm. On voit la Kangashka, pardon, si je la prononce très mal, la Kangorex Trophy, et d'autres qui apparaissent à l'écran, de toute façon ça arrivera dans le montage.
Comment tu les as acquéries ces petites cartes avec une petite histoire à raconter peut-être Ouais. en même temps? Je peux te raconter, ouais, pour chacune. Il y a un truc que j'aime bien, mais tu me connais bien, c'est que j'aime bien quand mes items ont une histoire attachée à eux. Bah, ouais. Parce que sinon, l'acheter, tu l'achètes et voilà, c'est pas marrant. Déjà, donc l'illustrateur, ça faisait longtemps que je la visais, mais vraiment longtemps, enfin longtemps. En 2015, alors j'en ai eu une, ça, il y a très peu de gens qui le savent. Je crois qu'il n'y a que Thomas, 444 Mosilago, qui est au courant. Inédit, attention. Non, c'est inédit, hein, ce que je raconte. Je l'ai pas dit, il y a très peu de gens qui le savent. Je l'ai eu, mais je m'en suis paré très vite. Ok. Très très vite. Et cette carte-là, je suis parti la chercher au Japon sur un week-end. Je travaillais, T'as fait un aller-retour au Japon? c'était en février, ouais, je sais plus c'est quand en février, bah vous regardez février 2015. Je suis parti le vendredi, non je suis parti, ouais le vendredi, et je me rappelle à l'aéroport, j'avais mon billet, et la nana, j'étais là, je dis je pars pas, elle m'a dit bah vous avez vos billets monsieur, partez. Et sans doute peut-être c'est elle qui m'a lancé un peu plus dans le truc, et je suis revenu dimanche. Et dimanche dans la RERB, parce que c'était à Paris que je suis arrivé, j'envoie la photo à Thomas. Ok. Et après j'ai dû m'en séparer pour X raisons. Et du coup, celle que j'ai eue, alors on l'a acquis en 2018 par le biais de Romain Ouais. Chat, Celle que t'as actuellement là. celle que j'ai actuellement. Donc je l'ai aidé à avoir son illustrateur. Quelques mois après, il y en a une autre qui sortait avec une Pika numéro 2. Et Romain voulait la Pika numéro 2, mais le mec ne voulait pas séparer les deux cartes. Donc ce qui s'est passé, il m'a dit écoute Nas, si tu arrives à me l'avoir, parce qu'il savait que c'était aux États-Unis, que j'aurais beaucoup plus de marge de négociation que lui pouvait en avoir pour X raisons. Et il m'a dit bah écoute, si tu arrives à l'avoir, moi je me débrouille pour te verrouiller l'illustrateur que le mec a, et on s'arrange plus tard. Mhm. Moi, forcément, tu me dis ça, je suis parti au charbon comme j'avais, je savais que c'était la dernière chance. Et voilà, j'ai négocié à mort et tout. Après, en plus, le mec, il connaissait des mecs que je connaissais, donc j'ai joué un peu le réseau. Il savait que j'étais quand même très actif dans la commu, il me faisait confiance. Sans t'expliquer les deals et tout, rentrer dans le détail, on pourra le faire ça une prochaine fois. Mhm. On a réussi à verrouiller l'illustrateur. Et un an après, avec Romain, on s'est mis d'accord sur un deal. Parce qu'il fallait que moi j'acquière suffisamment pour pouvoir lui proposer quelque chose de décent. Mhm. Et Romain était très arrangeant dans l'histoire. Il aurait pu me demander bien plus que ça. Même à l'époque, voilà. Et en fait, au fin fond, juste pour cette carte-là, pour finir, ça a fini sur un trade avec Romain. La Kangaskhan, je te raconte les autres ou... Ah ouais, Parce que là, ça moi, dure très longtemps. Ah, mais moi, je suis ultra frieux de tout ça et je pense que la communauté aussi. Alors la Kangaskhan, bah, je remercie Idir. Mhm. Idir PKMN et Idir Pokémon, qui est un très bon ami à moi, au demeurant. C'est lui qui m'a beaucoup aidé, m'a beaucoup éduqué sur les cartes. Alors moi je les connaissais, mais lui m'a apporté beaucoup ce qui est l'histoire, les illustrateurs, tous ces petits détails-là que j'avais pas forcément étant petit. Et lui, pour moi, c'est l'expert des cartes japonaises. Dès que j'ai vraiment une question, je suis bloqué, je le contacte. Et il savait que la Kangaskhan, je la cherchais depuis très très longtemps. Très très longtemps. Et à l'époque, elle était quand même accessible. Mhm. Et là, ce qui s'est passé, c'est que tu avais un Italien qui en avait une. Et il l'avait envoyée pour la faire grader. Mais il y avait un problème sur la carte. Du coup, c'était l'anglais qui lui a acheté, qui l'a... En fait, elle était ancrée derrière. Ok. Elle était ancrée, donc il a gratté un peu pour enlever l'encre. Mhm. Sauf qu'il n'a pas obtenu le grade qu'il voulait, donc il ne la voulait plus. Et Idir m'a dit écoute, tu peux avoir un très bon prix. C'est le moment où j'aime. Et j'ai eu un prix défiant toute concurrence. Donc, et j'aime bien ce genre de truc. Il était déjà gradé du coup. Elle est revenue en 7. Du Ok. coup, elle est revenue en 7. Et en plus, le grade déterminait si je payais plus souvent. Et donc, Mhm. moi, j'ai gagné sur tous les plans. Ok. Et le fait que ça vienne de chez un pote, c'est top. Ouais, tu m'étonnes. Ça a que des petites chances. Mais du coup, pour revenir à ta première illustrateur, du coup, t'as été le premier français à importer un illustrateur en France. Même je suis premier français à en apporter 3 pour l'histoire au final. Le mec, Non, mais pour être précis, tu vois, il y avait la celle dont j'ai dû m'en séparer était très rapidement. Elle n'était pas gradée. C'était pas mal. Et après, il y a celle de Romain que j'ai sourcée et la mienne que j'ai récupérée à terme. Ouais. Ok. Mais du coup, c'est une question peut-être un peu indiscrète. Pourquoi tu t'es séparé de ta première illustrateur? Parce qu'en fait, c'était une période où j'étais très très short financièrement. Ouais. Parce que je peux le dire, hein, je l'avais payé 10 000 €, tout compris avec le voyage et tout. Et 10 000 € en 2015, pour moi, c'était une somme. C'est une somme énorme. Hein, Ouais. faut pas, je sais que les cartes, moi j'ai pas de problème de parler d'argent, tu le sais très bien. Mais il faut pas être décorrélé des montants. Mm. Et je pouvais pas garder ce genre. J'étais pas prêt. En fait, j'étais pas prêt mentalement à garder ce genre d'item. Et Ouais, j'étais très short financièrement. En plus, je savais que ça allait pas bien. Enfin bref, Ouais, enfin, t'as dû t'en séparer, quoi. c'est ça. Mais du coup, 2020, c'était une bonne année. Ah oui, c'était. Mais 2021, tu t'es bien. pas arrêté. Parce Écoute, que du coup, tu as récupéré une deuxième trophy, numéro 2. Donc tu avais la première qui était sous plexi, c'est ça? ouais. Et tu as récupéré une carte gradée. Ouais, alors j'avais la première
Et il y avait Romain Chat qui la voulait absolument. Il m'a fait du lobbying, genre toutes les semaines. Eh Nasser et tout, non mais. Après voilà, on se taquine, mais je savais qu'il la voulait absolument. Et on savait que. Parce que Romain, lui, en a récupéré d'autres entre temps. Et ça faisait sens qu'il ait les trois, parce qu'il a les trois sous case. Alors que moi, j'avais que celle-là. Et un jour, il m'a fait une offre que je pouvais vraiment pas refuser. Surtout que moi, c'était 2020, je venais d'avoir mon petit. Et forcément, tu as d'autres visions sur la vie. Et je me dis, voilà, je vais faire le bon père de famille. Il faut que j'assure un peu quand même mes arrières. Et donc il m'a fait cette offre-là, je lui échange. Un an après, le marché explose, mais genre explose, donc pas l'échange, bah, moi il explose. Et tu as cette carte qui est sortie. Et je me dis, c'est le moment jamais. Si je la veux, c'est le moment jamais. Alors oui, c'était énorme. L'échange que j'ai fait, c'était mon plus gros échange jusqu'à l'heure. Et je récupère une qui est gradée, ouais, authentique. Ouais. Et puis voilà. Et du coup, ça fait quoi d'en avoir deux, sachant qu'il y en a 4 connus? Alors, tu en as 4 officiellement de connus. Ouais. Il y en a peut-être un peu plus. Non, je me sens très très privilégié. Ouais. Ça va te paraître fou ce que je te dis. L'illustrateur, c'est une carte incroyable pour tout ce qu'elle représente. C'est pas la plus rare, mais c'est la carte qui est peut-être une des plus. C'est une des plus connues actuellement dans la communauté et dans tout le public. C'est ça, on sait que la popularité dans Pokémon, tu vois, il y a 800 Pokémon, pourtant les 800 Pokémon ne sont pas tous connus. Bah, les cartes, c'est le même principe. Pourtant, l'illustrateur n'est pas la plus rare, mais elle a une cote de popularité qui est énorme, et là, les prix s'envolent. Ça, c'est une histoire. Et bah, aujourd'hui, je préfère la N2. Je préfère la numéro 2. Okay. Parce que c'est une carte que je voulais absolument depuis plusieurs années. Le fait de m'être séparé d'une, j'ai pas déprimé, mais j'étais hyper triste pendant quelques temps. Et je récupère cette deuxième avec un trade où j'étais beaucoup plus à l'aise pour le faire. En plus, ça s'est fait dans des belles conditions. Je l'ai échangé aux Émirats, à Dubaï, avec un mec qui venait des États-Unis pour faire le deal, avec des potes qui étaient sur place. Après, on s'est bien éclaté. Donc voilà, encore une fois, une belle histoire sur cette carte-là, que j'aimerais par contre garder le maximum possible à donner à mes enfants, et eux qui en fassent un truc, un truc sympa. Ouais. Parce que du coup, en termes d'objectifs, mis à part prendre les cartes avec les plus beaux monuments, parce que j'ai vu la Tour Eiffel, j'ai vu Dubaï, j'ai vu la Statue de la Liberté. Ouais. Est-ce que tu as d'autres objectifs actuellement, mis à part les cartes signées aussi, en termes de grosses cartes d'exception? De grosses cartes, ouais, j'ai toujours des gros objectifs. Moi j'aimerais bien avoir une Snap Pikachu, mais là, je sais pas si tu as vu les prix, c'est compliqué. J'ai vu la Magikarp Snap là, qui est pop de nulle part. De nulle part, donc déjà ça l'a mis le level. Moi je suis quand même quasiment price out, je suis mis sur le côté, parce que là tu as vraiment des très très gros acteurs. Là-dessus. C'est compliqué de se battre avec eux. Bien sûr, toute Trophy Pika est la bienvenue. Alors là, tu feras jamais la fine bouche pour une Trophy Pika. Donc maintenant, voilà, même en termes de prix, il faut voir si j'arrive à avoir un business qui me rend millionnaire. Ouais. Je partirai sur ce genre de cartes. Après, oui, j'ai des objectifs de collection. Là, j'ai complété. Tu parlais juste en trophy ou de manière générale juste en trophy, en trophy, de toute façon, on va y venir avec la question d'après. Okay, bah. Mais en termes de trophy, ouais, donc tu as toujours à la recherche. Toujours, si l'opportunité se présente, je vais sauter dessus. Maintenant, il y a une réalité économique qui fait que je suis mis de côté. Ouais, on n'est pas sur des cartes à 500 €. Quoi. Ouais. Alors du coup, on a fait 2020, 2021, et à 2022, tu commences l'année aussi très bien avec la réunification de toutes les brillantes japonaises en gradé 10, en PSA. Yes. Combien de temps t'as mis? T'es pas censé sans savoir que moi, je collectionne quasiment que du gradé. Oui. Jusqu'à nouvel ordre. Maintenant, je fais beaucoup de classeurs. Ça, c'est un plaisir que je retrouve de mon enfance. Mais c'était assez bien organisé comment je m'étais projeté pour la collection. Et il me fallait ces cartes en 10. Donc j'en avais déjà. Heureusement que j'avais les plus grosses d'ailleurs. Les plus recherchées, on va dire, les plus chères du coup. Et ça m'a pris 2 ans. 2 ans pour toutes les compléter. Pour plusieurs raisons. Parce que on ne croirait pas comme ça. Mais ce sont des cartes qui sont très difficiles à trouver. Ouais, déjà, il faut la trouver. Déjà, en 10. Déjà, il faut la trouver. Faut la trouver au bon prix, parce qu'il y en a qui te demandent des prix incroyables, et ça, ça me dérange pas de surpayer, mais surpayer au-delà d'une certaine limite, non, ça, jamais. Et on sait que PSA est inconsistant sur les notes, même si Destiny japonais, paradoxalement, c'est un des sets les moins bien produits. Okay. Donc tu as des PSA 10 qui sont faibles, ou qui sont entre 9 et 10, et ça, c'est ce que je voulais pas. En tout cas, si j'avais le choix, je partirais sur une bonne carte. Et c'est pour ça que ça m'a pris autant de temps. Et j'ai raté plein d'opportunités. En fait, tu voulais que des cartes d'exception. Je voulais au moins que le grade soit cohérent. J'en ai des faibles, des PSA 10 faibles, mais ils sont pas dégueulasses. Il y en a qui étaient vraiment dégueulasses. Okay. Du coup, ça me gênait dans la collecte d'avoir ça. Ok. Et parmi tous ces exploits que tu as pu acquérir, lequel a été le plus compliqué et pourquoi?
Le plus compliqué, C'est-à-dire que ça soit par exemple le deal qui a été très long, ou alors si vous mettez pas d'accord, vous mettez d'accord, vous mettez pas ouais, d'accord. Genre vraiment, c'est quel item qui t'a fait le plus chier à acquérir? nerveusement, Ouais, c'est la Pika numéro 2 que je suis parti chercher au Japon en 2019, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Sur lequel on était en deal avec Romain, parce que lui prenait une Pika numéro 3. Nerveusement, c'était très dur parce qu'on savait que c'était les derniers moments pour les avoir en dessous d'un certain prix. Après, on aurait même, de toute façon, on n'aurait même pas pu suivre Romain et moi, pourtant on est bien positionnés, tu vois, sans se la raconter, mais on savait que si on verrouillait pas ces deux-là, c'était très compliqué et on dealait avec un japonais qui parlait pas du tout anglais. Et ouais, non, c'était compliqué et on avait des réponses. Une fois, on a eu une réponse sous 2 semaines, on attendait. Et ça a duré. Ah non, c'était l'angoisse. Et imagine, on était sous pression, on savait pas si il allait nous les lâcher. Et moi, en plus, tu t'es entre eux. Je lui écris tout le temps ou je lui écris tous les 5 jours. Ouais, pour Faut pas lui mettre en forcer, pression. quoi. Ah ouais, là, c'était de la négoce vraiment hardcore. Et ouais, 3 mois très, très, très difficiles. Nerveusement, c'était très difficile. Après, dès qu'il a dit oui, hop, ça s'est débloqué. C'est débloqué, Et on a eu des problèmes sur place. Mais bon, on les a eu, donc ça va. ouais, tant mieux. Et du coup, mais comment on contacte ces personnes? Enfin, comment on sait qu'ils ont. Enfin, la question est peut-être un peu dure à poser, mais comment on arrive à avoir contact avec des gens qui ont des cartes comme ça? Ben là, typiquement, en fait, ce qui est fou, c'est que dans ce monde-là, ça reste un petit monde et au final, tout se sait. C'est ça que tu retrouveras toujours. En fait, tu vas rencontrer des gens qui étaient en contact avec l'autre, qui étaient en contact avec l'autre. Je vais dire, les trophies, regarde, elles m'ont emmené allez, elles m'ont emmené aux États-Unis, en Allemagne, en France, en Italie, J'ai vu que tu as beaucoup voyagé. au Japon, ouais. Et dans tous ces pays-là, tu as quelqu'un qui est lié au trophy ou qui connaît l'histoire de trucs. Et même jusqu'à aujourd'hui, il me dit ah, mais cette trophy, je connaissais ce mec-là. Et plus tu creuses, plus tu as de couches comme ça successives, comme un oignon, tu vois. Tu piles et à chaque fois, tu as une couche qui arrive. Et du coup, est-ce qu'ils sont tous vendeurs à chaque fois? Ils sont pas tous vendeurs. T'arrives avec une proposition et. Soit Bah, ça passe, typiquement, soit ça la N2 qu'on est parti chercher au Japon, c'est le gagnant à l'âge de 12 ans qui les avait gagnés. passe. C'est arrivé. Et un jour, il s'est dit, ouais. Je peux te raconter toute l'histoire, hein, cette carte-là. Cette carte-là, nous, on l'a eu sur Yahoo Auctions, qui est l'équivalent du eBay pour nous. Donc, il l'a mis en enchère. Je te raconte l'histoire pour le coup. Ouais. Vas-y. Bon. Le mec l'a mis en enchère. Il l'a mis en enchère comme ça. Donc, nous, on se dit, bah, faut qu'on se positionne. Sauf qu'un truc que les gens peut-être ne savent pas, c'est que oui, tu peux utiliser un proxy ou un middle service comme Buy ou autre. Mais quand tu as un compte zéro ou que les montants atteignent une certaine somme, plus personne ne peut en chérir, à part les Japonais. Ok. Sauf que, par la plus grande chance du monde et le plus grand des hasards, j'ai un très très bon ami d'enfance qui m'a appelé Mr. Fuji, qui était au Japon à ce moment-là. Et ce mec-là parle japonais. Déjà, c'est une chance énorme. Tu dis, bon, ça va, on a des cartouches, on a des armes avec nous. Ouais. Donc on enchérit, tout se passe bien et tout. Et on gagne. On gagne l'enchère. 24 heures plus tard, le mec annule l'enchère. En mode, plus de cartes pour vous, tu vois. On était là, on s'est dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? Et Romain et moi, on n'abandonne pas, tu vois. On n'est pas du genre à abandonner comme ça. Et là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait et tout. Et du coup, on le contacte et tout. Après, le mec dit, non, mais vous êtes des étrangers et tout, avec un anglais. C'était du Google Translate. Ouais, non, en gros, vous êtes des étrangers, je vous connais pas, vous êtes feedback zéro, je veux pas vous vendre, pour faire simple. Et là, on a fait du lobbying de ouf. Et mon pote en question, et jusqu'à aujourd'hui, je sais pas comment il a fait, il a récupéré le mail de ce vendeur-là. Même ça, c'est ouf. Là, comme ça te paraît rien. Mais c'est un tour de force que même moi, aujourd'hui, je ne saurais pas faire, tu vois. Ouais. Et ça nous a sauvé la vie. Du coup, boum, on a juste un mail. Et c'est là que les 3 mois de discussion ont commencé. Ok. Et à un moment, il s'est dit... et en plus, il commençait à voir les sommes lui aussi augmenter. Et à un moment, il s'est dit, ok, c'est là qu'on les a récupérés début juillet 2019. Ouais. Ça, c'était ça. Et sinon, ouais, t'as des gens qui ont récupéré à l'époque. Et un jour, ils disent c'est le bon moment de vendre, ils voient que les prix augmentent. Tu t'achètes, il y en a avec des cartes avec qui tu vas t'acheter des maisons. Donc, ça change des vies. Bah oui, totalement. J'imagine que ça a dû changer sa vie, ce petit japonais. Ouais, je pense qu'il s'est mis bien. Je pense. Et du coup, bah, comme on parle un peu d'argent, question un peu budget, on imagine tous que ce genre de carte trophy, ça coûte pas 1000 euros. Comment tu fais, toi, pour te payer ce genre de carte Alors, ce que beaucoup de gens pensent, il y a des gens peut-être qui pensent que je suis méga riche, alors je suis pas du tout méga riche, je suis pas à plaindre, hein, mais je suis pas multimillionnaire en tout cas pas encore. Mais bon, faut avoir des ambitions dans la vie, en tout cas moi j'ai. Voilà. Et j'ai eu une énorme chance, c'est qu'entre 2014 et 2016, allez, tu pousses jusqu'à 2019, j'ai acheté comme un malade. Genre déjà je travaillais, j'avais un assez bon poste, je sortais d'école de commerce notamment, j'avais une bonne position, tu vois, sans gagner des milliers de cents. Et
plus de la moitié de mon salaire partait dans les cartes. Et c'était pas le même prix maintenant. Comme on disait, il y a une display qui coûtait 400 euros, aujourd'hui c'est 50 000 euros. Ce qui fait que j'ai pas mal de stuff à la maison. Ça me permet de vendre de temps en temps dès que j'ai besoin pour acquérir les items que je veux. C'est pour ça que le trade en question de la N2, bah, j'ai pioché dans mes items. Donc oui, sur le montant global de ma collection, enfin, la somme est énorme, mais sur l'ensemble de la collection, ça a moins d'impact qu'un mec qui devrait tout sacrifier par exemple. Et toi, t'as pas eu besoin de tout sacrifier? Non. Elle est là ma chance. Ouais. Tu vois, c'est ça. J'étais un peu smart sur certaines choses, mais j'ai eu la chance d'être vraiment à fond. Vraiment à fond, de dépenser, même de me mettre dans le rouge. C'est que ce que je disais ce que j'avais dit à d'autres personnes, c'est que je suis resté des mois dans le rouge à cause de Pokémon. Tellement que la folie de la collection s'était emparée de moi. Et à l'époque, t'étais déjà avec ta femme actuelle peut-être ou une autre? On était, ça fait très très longtemps qu'on est ensemble, mais. T'as toujours soutenu elle? Ouais, elle m'a toujours soutenu. Ouais, j'ai la chance je suis très bien entouré. C'était plus ma mère où c'était un peu plus compliqué parce que elle m'a poussé pour. Pardon? Elle comprenait pas, je pense que. Bah, elle m'a toujours fait confiance, mais elle comprenait pas que. Je dépensais autant. Que je dépensais autant. Pour elle, ça n'avait pas de sens parce que normalement, je suis quand même très terre à terre. Mais et tu vois, c'est ce que je te dis. Quand je fais un truc, je le fais vraiment à fond. Vraiment, sinon je le fais pas. C'est ça le problème. C'est soit je suis hyper flemmard, mais vraiment, tu vas m'écrire, je vais pas te répondre pendant des mois parce que j'ai la flemme. Ou soit, quand je fais un truc, je le fais vraiment à fond. Et bah, Pokémon, quand je me suis remis en 2014, comme je t'ai dit, ça faisait 15 ans que je m'étais promis ça. Je suis allé all-in, plus qu'all-in, hein, j'empruntais. Après, je devais rendre l'argent de l'autre, j'empruntais à l'autre, c'était vraiment mode off. Des petits emprunts, des petits crédits par-ci par-là. Ah ouais, c'était. Ouais. Et du coup, avec ce genre de cartes que tu as pu acquérir, est-ce que tu as une vision différente de la collection ou de l'investissement, tout simplement? Oui, je l'avais déjà en vrai, parce que j'avais fait des études en école de commerce et j'avais toujours un sens des affaires, enfin business, sans dire que voilà, je suis un putain d'homme d'affaires, ça n'a rien à voir. Mais il y a un truc, par contre, au début, peut-être que je t'avais pas dit, j'avais beaucoup de mal à payer des sommes importantes sur les cartes. Même 100 balles à l'époque, je me disais, mais qu'est-ce que tu fais? Tu payes 100 balles pour une carte et tout. Ça me paraissait très bizarre. Mais on a l'avantage d'avoir un hobby où tu peux joindre l'utile à l'agréable. Donc, dès le départ, j'avais ça en tête. Que si catastrophe, grâce à la collection, je pouvais retomber sur mes pattes ou me sortir d'une situation compliquée. Et c'est toujours resté. C'est pour ça que quand je faisais les choix des trophies, je savais que c'était aussi une protection quelque part pour moi ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est ça qui m'a poussé aussi à aller chercher ces cartes-là. Et il y a de la demande sur les trophies ou pas? Ouais, en plus avec les dernières enchères. C'est surtout un marché mondial. Hein. C'est, en France, là on est sur un autre marché, naturellement. Mais... Tu as des acteurs français qui viennent, mais qui sont peut-être pas matures pour vraiment sauter sur ces cartes-là. On l'a vu, il y a des gens qui dépensent des sommes incroyables, même sur le français. Mais au niveau mondial, tu as les Américains, forcément. Tu as des fonds d'investissement. Donc déjà, c'est à toi qui as bossé un peu dans ce genre de choses, ou en tout cas qui a fait des études dans ce milieu-là. Je pense que tu vois à peu près, quand tu as des fonds d'investissement qui arrivent, c'est que le marché est déjà mature. Tu as des Chinois, tu as des Hongkongais, tu as des Australiens. Les Japonais se mettent dessus parce qu'ils se rendent compte que leurs trésors nationaux disparaissent. Parce que ce que j'aime beaucoup avec les Japonais, c'est qu'ils protègent leur culture ancienne et récente. Bah, c'est ce que tu disais, par exemple, là, le fait de vendre la N2 à des étrangers, le gars il voulait pas quoi. Ah ouais, et encore, il n'y avait pas la hype qu'il y avait aujourd'hui. Hein. Donc, non, le marché, il est ça reste une niche, hein. C'est pas comme du récent quoi, mais comparativement à l'année dernière où il y a même 2 ans, c'est 2 mondes différents aujourd'hui. Et c'est pour ça que tu vois les prix aujourd'hui, parce que là on flirte avec le million de dollars ou d'euros. Donc, ça veut pour bien certaines dire. cartes, j'ai vu, je me suis un peu renseigné, puis comme toi, je vois les trucs passer. C'est ça. Et du coup, est-ce que tu penses qu'on peut mélanger collection et investissement? 100%. Ouais. 100%. Après, oui, là, il faut pas se mentir, maintenant on est rentré dans un niveau de spéculation qui est très importante. Mais tu as beaucoup d'acteurs qui viennent, très matures, ou même très jeunes. Hein, moi, je vois des gens de début vingtaine, par exemple, hyper smart sur la collection, qui connaissent Pokémon sur le bout des doigts. Et tu vois comment ils t'en parlent, tu sens qu'il y a une vraie passion. Mais ils savent que s'ils peuvent protéger leurs capitaux, ou faire en plus investissement, ça ne veut pas forcément dire acheter pour revendre plus tard. C'est pouvoir, grâce à la collection, se constituer une collection. Parce que moi, c'est comme ça que j'ai commencé. J'achetais, je revendais. En fait, tout le monde fait de l'investissement quelque part. Ça, oui, tout le monde. À plusieurs échelles. Mais tu fais du troc, tu fais de la vente, excuse-moi, c'est un acte commercial au final. Que tu le veuilles ou non, ça c'est un fait. Et oui, pour répondre à la question, moi je dis ouais, absolument, mais je le fais. Donc, ce qui nous amène un peu à la deuxième partie de cette vidéo. Aujourd'hui, tu es pro, c'est ça? Tout à fait. Donc, tu es pro chez MJN. Oui. Qu'est-ce que MJN? Alors, MJN, c'est l'association de Kevin, Nelf et moi, avant tout.
qui avions l'idée de créer un marché, de créer une boutique, non seulement francophone, mais internationale. Et ça, je cherchais beaucoup de gens, enfin, je voulais vraiment le créer depuis très très longtemps. Comme tu sais, moi je suis tourné vers l'international. Et Nelf a beaucoup de scellés US et japonais. Et on traînait sur les mêmes groupes, sur les mêmes Insta et tout. Et un jour, on s'est mis d'accord. Tu vois, on s'est dit, écoute, ça te plairait. Lui, il était prêt, il venait de finir ses études. Et donc, on s'est retrouvés. On a créé MJN, qui vend de tout. De la carte à 1 euro, 2 euros, jusqu'à des items d'exception. Sur toutes les séries Toutes les séries, vintage, récents, et qui est multi-TCG. C'est vrai que c'est principalement Pokémon qu'on voit, mais on vend de tout. On vend du Yu-Gi-Oh, on vend du Magic, du Dragon Ball, tout ce que tu peux imaginer. Et aujourd'hui, c'est ton métier actuel? C'est mon métier principal. Ok. C'est mon métier principal. Ouais. Ok, pas de problème. Donc n'hésitez pas, de toute façon, tout sera dans la description pour visiter le site. Merci pour ça. Bah, avec plaisir. Ces interviews sont là pour ça, pour faire découvrir des personnes, ce qu'ils font à côté, etc. Donc non, t'inquiète pas. Tout sera en description, ainsi que ton Instagram, hein, je le répète. Avant, tu avais quelque chose aussi, tu étais en duo avec Romain Chat. Tout à fait. Comment ça s'appelait déjà? Alors on avait lancé IRN. IRN, c'est ça. Ouais, qui est l'acronyme de Ilyes, qui est un des meilleurs amis de Romain et Nasser, qui est mon prénom. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, tu as toujours bon contact avec Romain? Oui, très très bon contact. Bon. Toujours été... En plus, ce qui est bien, c'est que justement dans cet objectif de me tourner vers l'international, qui n'était pas forcément l'objectif de Romain, on a eu cette discussion très mature, même IRN, on n'était pas prêt même à se lancer. Donc ça, on l'avait laissé tomber. Et on faisait plein de projets en commun, on a fait le Box Break ensemble, et c'est là où il a commencé à créer sa boutique. Et à un moment, on a eu une discussion très sérieuse, je lui ai dit, écoute, l'international c'est comment? Il m'a dit, voilà, toi c'est comment pour Limoges? Je lui ai dit, voilà. Et puis du coup, on s'est serré la main en bons termes, et voilà, comme tu as vu, même le gala, on l'a fait ensemble, et d'autres projets, on a d'autres projets en commun qui arrivent. Comme, je sais pas si je peux le dire, mais Box Breaker, c'est un projet commun aussi. Bah, totalement. Donc ouais, oui, c'est... Bon bah tant mieux. Et du coup, comment tu l'as rencontré, Romain? Parce que on vous voit un peu sur les réseaux comme vous êtes The Duo, quoi. Ah ouais, d'accord. Toujours ensemble, un peu comme moi et Thibaut. Ouais. Sauf que vous, c'est à plus grande échelle, tu vois. Ouais. Mais écoute, ça va te paraître fou. Je savais qu'il y avait un fou qui arrivait en 2017 qui a acheté à foison. Ouais. Mais vraiment, genre malade. Mais moi, c'est pas ce qui m'intéressait. Mon très bon ami qui m'appelait Mr. Fuji, qui était au Japon, et encore là, lui s'était mis dans la crypto. Et il me disait, Nas, la crypto, faut que tu y ailles et tout, non. Et puis je dis, ouais, ok, vas-y, mais j'avais déjà Pokémon qui commençait bien à bien prendre. Mais comme c'est mon frère, le gars, je me dis, okay, s'il m'en parle, il faut que j'y aille et tout. Donc il m'a introduit à ça. Et je savais que Romain était dans la crypto. Donc un jour, je lui ai juste shooté un message, je lui ai dit, écoute, salut Romain, j'aimerais faire ta connaissance. Pour Pokémon, si tu en discutes, mais surtout pour la crypto, j'ai pu comprendre que tu avais eu du succès là-dedans. Il m'a dit, mais écoute, il n'y a pas de problème, on se retrouve. Lui, il était à Orléans à ce moment-là. Et moi, j'étais à Paris encore. Il m'a dit, écoute, on se retrouve à Orléans. Et c'est comme ça que ça s'est fait. C'est de cette discussion-là, alors que moi je venais principalement pour la crypto, qu'on s'est rencontrés. Incroyable. C'est fou, hein? Comme quoi, ça peut partir de rien. Puis aujourd'hui, vous êtes quand même très proches, au point de faire des grosses conventions et des grosses ouvertures, puis même des gros deals. C'est incroyable. Ça peut partir de rien. On va revenir un peu sur ta collection. Donc ta collection est, comme tu l'as dit, basée sur le grading principalement, à la société de gradation PSA. Est-ce que tu as d'autres sociétés de grading que tu collectionnes? Ou tu t'es vraiment centré que sur elles? Principalement que du PSA. J'ai un tout petit peu de Beckett, mais vraiment très très peu. En français, j'ai rien. J'ai une carte PCA qu'on m'a offerte, donc je la garde. Voilà, parce que c'est un cadeau. Ouais. Mais j'avais déjà testé PCA avec d'autres amis qui m'avaient un peu poussé à le tester. Voilà, il y a des bons côtés, des mauvais côtés. Je sais pas si c'est le moment pour en parler, mais... Si tu as un avis sur cette entreprise, tu es libre, hein, totalement. Moi, je pense que les avis sont connus, tu vois. Oui, donc, tout est connu sur cette entreprise. Mais... Qualitatif, le case est qualitatif, il y a des trucs qui vont très très bien. Après, je pense qu'il y a des trucs en interne qui vont pas du tout. Et aujourd'hui, c'est compliqué. Donc nous, on leur souhaite quand même bonne continuation s'ils arrivent à régler les problèmes qu'ils ont aujourd'hui en interne et même en externe, j'ai envie de te dire. Donc on souhaite de mal à personne, loin de là. Hein. Tu as vu, on se donne tous de la force aux autres, mais quand ça va pas, il faut le dire aussi. C'est ça le principe d'une communauté, de mon humble point de vue. Et du coup, qu'est-ce que tu penses, toi, du gradé? Genre, par exemple, les cartes récentes, des petites V, des petits trucs à la con, est-ce que ça vraiment ça mérite d'être gradé? Est-ce que toi qui es dans des cartes d'exception qui sont pour le coup gradées ou authentiques, etc., qui méritent vraiment pour le coup une vraie protection, est-ce que tu penses que les petites cartes basiques méritent réellement du grading?
Ouais, alors déjà, le grading, tu peux le voir sur plusieurs points de vue. Moi, je suis un pro grading, donc je vais peut-être avoir un avis biaisé là-dessus, mais je vais essayer C'est d'être ton avis, hein, le mais- plus objectif possible. Bon, pour les cartes vintage, je pense que c'est très important pour déjà protéger la carte, même protéger la carte de manière générale, que ce soit ancien et récent. Pour l'instant, moi je trouve que ça fait sens, ouais. Ça fait sens parce que pour moi, il n'y a pas de carte basique, il y a vraiment déjà des cartes de cœur. Si tu as envie d'avoir une carte de cœur, tu as envie de la grader, l'avoir sous caisse, c'est très sympa en fait d'avoir une carte sous caisse. Ça porte un petit cachet, moi je trouve, hein, personnellement. Et mine de rien, tu as des cartes des ultras gradées, si on parlait d'investissement par exemple, qui prennent x2, x3 juste parce qu'elles ont la meilleure note. Il faut pas croire que tu es une carte récente, que tu vas avoir le meilleur grade tout de suite, hein. Donc là, dans ce sens-là, ça fait sens. Ouais, moi je conseillerais même de grader ces cartes. Ok. Ouais. Surtout que là, il y a des bons acteurs qui sont arrivés. Enfin, il y a des bons acteurs, j'en sais rien, mais il y a des nouveaux acteurs qui sont arrivés. Bon, on en discutera Ah juste, oui. juste Ok. un petit peu après. On va rester un peu dans PSA, tu l'as su, hein, PSA grade enfin le français. Ouais. Est-ce que toi, de ton côté, tu vas grader quelques cartes français que tu as, ou alors des cartes coup de cœur? Oui, tout à fait, tout à fait. Je t'ai dit, j'ai des cartes d'enfance. Mhm. J'ai eu la chance de faire grader certaines cartes par Arita, qui est venu plusieurs fois en Europe. Et oui, je vais les faire grader pour, comme je disais, garder l'état et pouvoir les manipuler plus simplement. Non seulement je peux les manipuler, mais en plus je peux les exposer. Parce que moi, mon but ultime, quand je déménagerai j'espère avoir une maison un jour, comme beaucoup de personnes au monde, je suis en train de négocier avec madame, mais j'ai envie d'avoir ma salle à moi, tu vois. Ouais. Mon petit temps d'espace à moi, mon aire de jeu, si Ouais. tu veux. Et là-dessus, je vais le décorer forcément avec des cartes d'enfance et ce genre d'items. Ok, super. Et du coup, t'en parlais juste avant, il y a des nouveaux acteurs qui arrivent sur le marché français. La nouvelle boîte de gradation SGS Ouais. qui était là au gala. Qu'est-ce que tu peux penser de cette boîte qui était là en tant qu'intervenant? Voilà, si tu as un petit avis dessus. Écoute, déjà pour le gala, ce qui était. Nous, on avait un spot pour la gradation. On n'avait pas forcément d'entreprise privilégiée. Mhm. Alors, est-ce que c'est la force des choses? Ils sont rentrés en contact avec un des organisateurs principalement de l'événement, donc ils ont pris ce spot-là. Pour répondre à ta question, moi je trouve qu'ils avaient un spot très qualitatif, très professionnel. Tu vois que l'équipe, c'est des gens qu'on connaît, on connaît leur sérieux. Ils partent avec des bonnes armes, des bonnes bases. Nous, on peut leur souhaiter vraiment que le meilleur. Et je trouve que c'est très bien qu'on ait de la concurrence et des alternatives. Qui elle Notamment est par. plutôt très prometteuse comme boîte. Ils partent du bon pied, j'ai envie Ok. de te dire. Maintenant, on verra ce que l'avenir réserve. Mais moi, ça a l'air d'être pro. Ça a l'air d'être pro ce qu'ils font. Comme je t'ai dit, il y a 2-3 acteurs qui sont aux commandes. On les connaît, on connaît leur sérieux. Sauf catastrophe, normalement, en tout cas, ils devraient perdurer. Après, est-ce qu'ils vont exploser, être. Seul hyper l'avenir nous le successful? dira. Ouais, ça, personne n'a de boule de cristal. C'est ça. D'ailleurs, en parlant un peu du gala TCG, tu es au courant, j'ai eu une interview avec Thomas, qui est l'un des organisateurs. Je vais te poser exactement la même question que je lui ai posée. Comment est né le gala TCG? Un peu avoir ta vision. Alors, le gala TCG, c'est pas sans te mentir que ça faisait longtemps que ça trottait dans ma tête, entre autres. Avec Romain, on en parlait quand c'était donc 2018 déjà, on l'avait dans un coin de notre tête. Et même avec d'autres acteurs de la communauté, on se dit mais il faut un événement en France, il faut un événement en France, enfin dans le monde francophone, parce que c'est vrai qu'on dit en France, mais c'est vraiment le monde francophone, il nous faut un événement. Et même en Europe, il n'y avait pas ça. Ouais. Et mais tu sais, c'est comme si on parle comme ça, on dit ouais, il faut qu'on aille en vacances, tu vois. Ouais. Et à On avait force. la même discussion nous aussi. Tout le monde en parlait en fait. En tout cas, il y avait un besoin. Il y avait une envie de le faire et au moins un besoin. Et du coup 2019, on commence vraiment à chauffer. On se dit là vas-y, on va commencer à chercher les salles, à voir, à tâter le terrain et voir si les gens sont prêts. Les pros et ceux qui viendront visiter. On sentait que c'était bon. 2020, les événements nouveaux, ils t'ont dit tu restes chez toi et tu bouges pas. Donc ça c'est un peu, c'était en suspens. Sauf que le Covid a fait qu'on a rencontré les créateurs du Grand Dîner. Ce que les gens ne savent pas, c'est que les gens qui organisaient le dîner, donc ce qu'on appelle le Grand Dîner, parce que le Grand Dîner est une société, c'est un concept en soi. Et ils nous ont parlé de leur concept, tout ça, donc par itération on a commencé à parler, on a fait des allers-retours, et c'est là qu'on a créé l'idée de convention, exposition, dîner. C'est avec la rencontre de ces deux personnes qui sont Jules et Noam, et avec Ben, Thomas qu'on a rencontré par la suite, Romain et moi. Et c'est comme ça que ça s'est concrétisé, mais l'idée venait depuis très très longtemps. Ok, génial. En tout cas, ça fait un très bel événement, parce que là, on est après l'événement. Et comme vous pouvez voir, Nasser a le sourire. Oui, là, c'est un sourire aussi de soulagement.
Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Et du coup, pendant ce gala TCG, il y avait une sérigraphie inédite de l'illustrateur Arita, avec qui tu as contact. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé avec Arita? Ouais. Arita, donc c'est la légende. C'est peut-être l'illustrateur le plus connu dans le monde Pokémon. Avec Ketsugi Mori. Avec Ketsugi Mori, ouais. Donc, en tout cas, c'est celui qui a fait le plus de conventions, qui s'est rendu le plus accessible. En parlant d'accessibilité, j'ai eu la chance de le rencontrer 2 fois. À Milan, en Italie en 2017, et à Paris en 2019. Donc le mec commençait à mettre un visage sur ta tête, sur ton pseudo, enfin ton avatar, etc. Donc déjà ça aide. Il y a des gens de la communauté comme Idir, Emmanuel, James Morrissey qui sont déjà en contact avec lui. Et j'ai des gens de la communauté internationale qui le connaissent, voire très bien, qui sont même amis avec lui. Okay, ouais. Donc je partais déjà sur des bonnes bases. Mais en toute franchise, j'avais pas plus de discussions avec lui. Sauf que dès qu'on a commencé à faire le gala, donc on est en 2022, 2021, je commençais déjà à discuter avec lui pour le préparer psychologiquement, pour lui dire écoute, nous, on va préparer un événement en France. Est-ce que ça te plairait? Parce qu'il faut tâter le terrain très très vite, surtout très en amont. Et de fil en aiguille, à force de communiquer, demain tu communiques avec quelqu'un, tu te crées des liens. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et puis je lui ai expliqué par A plus B, et forcément c'était pas forcément le plus évident, parce que même s'il parle anglais, ça reste quand même, la barrière de la langue est quand même présente, surtout pour lui faire comprendre exactement ce que tu veux, ou toi articuler ton idée surtout. Parce que même moi, franchement, je suis pas le meilleur des communicants parfois. Donc... Parce que la sérigraphie, c'est lui qui l'a inventé de toutes pièces, ou vous lui avez donné des indications, vous avez vraiment déjà une idée de ce Ouais, au départ, on partait juste sur un tableau. On dit écoute, fais-nous un tableau. On aimerait avoir une atmosphère de convention. On lui a envoyé des photos, on a tapé convention CollectCon, un truc dans le genre sur Google Images. On lui a envoyé des trucs, on lui dit on voudrait avoir un truc comme ça. Lui il nous a fait 3 sketchs, 3 croquis, et il est parti sur celui qu'on connaît. Et de mon point de vue, qui est le meilleur des 3. Okay. Donc, et du coup, il y a une question que beaucoup se posaient durant ce gala. Où est la sérigraphie officielle, celle qui a été dessinée par Arita? Le tableau final. Ouais. Le vrai quoi. Le vrai, il est parti dans une collection privée d'un mec qui a un nom japonais mais qui n'est pas japonais, qui s'appelle Monsieur Fuji. En tout cas, ça fait plaisir que ça soit toi qui l'as récupéré, parce que je sais très bien que tu as un amour pour Arita qui est indéniable, et c'était pour moi logique qu'elle aille chez toi. Donc vraiment content. Et du coup, est-ce que tu as rencontré d'autres illustrateurs à tout hasard? Eh ben, figure-toi que non. Ah ouais? J'ai déjà été en contact avec Arada, Midori Arada, qui vivait en Allemagne, parce que pour ceux qui ne savent pas, une partie de l'année je vis en Allemagne aussi. Et sur lequel les gens peut-être l'ont pas vu, vous pouvez le voir sur mon Insta, on a fait une œuvre caritative un jour. Et elle a dessiné le petit ourson qu'elle illustre en ce moment, qui est son personnage, parce qu'elle a quitté en partie Pokémon, elle a fait quelques illustrations de temps en temps. Et on a fait un jour une enchère pour une œuvre caritative par le biais d'Arada et un ami, Ado Kenido, qui vit au Japon, qui est originaire de Dubaï, qui nous a aidé à mettre ça en place. Donc ça, c'était une belle aventure aussi, franchement, c'était top. Et mon rêve ultime, ce serait de rencontrer Ken Sugimori, oui, mais surtout Nishida, qui est pour moi l'illustratrice. Pour moi, de toute façon, à l'époque, il y avait 3 illustrateurs, Nishida, Sugimori et Arita. Arita, c'est ça. C'est la Sainte Trinité. Moi, je vais pas te le gâcher, je suis team Ken Sugimori. Okay. J'adore ses dessins simplistes et je m'en suis beaucoup inspiré pour ma série Guarana, qui était vraiment la base du Pokémon, genre sans vraiment un contour autour. Genre c'était vraiment juste le Pokémon. C'était vraiment ce que je voulais pour ma série. Après, Arita met plus de décor plus sympa, et puis Nishida est plutôt dans de la mignonnerie. Mais c'est vrai que tous les 3 ils ont fait un putain de duo un putain de trio pour les cartes à l'époque. C'est clair. C'était incroyable. Et du coup, je pensais que tu avais rencontré un peu plus d'illustrateurs. Ah non, écoute, mais c'est quasi. Alors, il y avait un événement aux États-Unis qui devait se faire avec Fukuda et. C'est qui le deuxième? Fukuda et Seitu Kuki. Kuki Seitu. L'événement était prêt, ils allaient le lancer et ça s'est annulé à la dernière minute. Et du coup, moi j'allais aller aux États-Unis juste pour ça. Et du coup, on a dû les envoyer comme des gogoles pour se les faire signer autrement. C'est comme ça, c'est la vie. Ok. Une petite question un peu dure. Ah, vas-y. Comment vois-tu l'évolution de Pokémon? C'est tellement vaste. C'est tellement vaste. Écoute, je vais répondre. Pour la franchise Pokémon,
Franchement, je me fais aucun souci pour eux. C'est des monstres de marketing. Première licence vendue mondialement depuis l'année dernière. Puis ouais, c'est incroyable ce qu'ils font. Ils ont une force de frappe qui est monumentale. Comme je dis, moi je passe ma vie dans les transports. C'est par le biais de mon métier ou par d'autres raisons. Et je le vois partout. Partout. La dernière fois, j'étais au fin fond. J'ai fait un voyage en Éthiopie, tu vois, pour la petite histoire, juste sur le plan personnel. Et je trouvais des sacs à dos Pokémon dans des marchés perdus. Pour te dire à quel point Pokémon maintenant. Ils sont partout. Il y a un pote à nous qui dit que Pikachu, c'est le Mickey du Japon. Et je trouve que ça résume très bien c'est vrai, à quel point c'est rentré dans la culture, dans la pop culture de tout le monde. Ouais. Donc pour la franchise, je me fais aucun souci. Vraiment aucun souci. Faut voir comment ils vont se développer avec les toutes nouvelles technologies, notamment la métaverse. On l'a vu avec Arceus, ils préparent ça. C'est clairement, on le voit, tu vois. Les cartes, sauf catastrophe, je pense ça. Ouais, là, on est parti pour 20-30 ans, easy, honnêtement, easy. Il y aura peut-être des bas, mais même les bas, c'est toujours un plus haut qu'aujourd'hui. Et puis le jeu vidéo. Le jeu vidéo, ça, le merchandising, tout ce qui va. Non, moi, je me fais aucun souci pour Pokémon, honnêtement. Ok. On va rentrer maintenant sur des questions un peu plus communauté. Ouais. Parce que tu es très fidèle à la communauté, tu adores rencontrer les gens, tu es très social avec tout le monde, tu as de la bienveillance. Écoute, merci. À revendre, c'est ce qu'on voit sur les réseaux avec tes posts, même s'ils sont en anglais, j'arrive quand même à comprendre. Il n'y a pas une option de traduction, non? Sur Insta sur Insta, je sais plus. Mais en tout cas, j'essaye un peu de faire. D'accord. Aujourd'hui, tu es l'un des plus gros collectionneurs français. Que penses-tu de cette position? Toi, qu'est-ce que tu penses de cette position parce que les gens te donnent un peu. Romain Chat a eu un peu la même question. Moi, on m'a donné ce statut. Je sais pas, écoute, franchement, je sais pas si je suis le plus gros collectionneur avec peut-être Romain. J'imagine c'est l'idée. En tout cas publiquement, parce que en privé, nous on est des petits, mais vraiment des bébés. Il y a des gens privés, ils ont des collections. Franchement, t'as pas idée, c'est ouf. Écoute, alors je sais pas si je fais partie des plus gros collectionneurs français, mais en tout cas, si je peux, j'essaie de donner un maximum de force à la communauté francophone. C'est pour ça que quand je vais à l'étranger, je suis en train de vous faire un lobbying, les mecs, vous n'avez pas idée, parce que ils se rendent pas compte. Tu vois, par exemple, nous, ce qu'on fait ici, moi je vois ce qu'ils font aux États-Unis par exemple, mais on n'a vraiment pas à rougir. On est une communauté, mais super puissante. C'est juste que peut-être qu'on a un complexe d'infériorité et qu'on ne devrait pas avoir. Moi, je suis très chauvin là-dessus. Il faut vraiment avoir confiance en nous. Et là-dessus, je fais un lobbying de malade. C'est pour ça que moi, ça me dérange pas, j'y vais. Même je me raconte, je fais genre, ouais, je suis français, qu'est-ce qui se passe, tu vois. En mode, ouais, je représente la communauté francophone, qu'est-ce qu'il y a. Et c'est pour ça que voilà, avec Romain, c'était aussi, ça nous drivait d'obtenir des items de fou pour représenter la commune. Ouais. D'ailleurs, quand tu dis items de fou, et par rapport à la collection, comme sur le fait qu'on était sur un marché mondial avec les trophies, j'imagine que mondialement, parmi les gros collectionneurs, vous avez un nom, Romain. Et qu'est-ce que ça fait d'avoir ce nom un peu, je sais pas moi, d'être reconnu comme ça? Pour rebondir même à la question précédente, c'est que moi je me suis jamais positionné en tant que star ou célébrité ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, le fait est qu'on est connu. Donc c'est un statut que je dois assumer et que j'essaye de faire au mieux avec ça. L'avantage de ça, c'est que ça m'ouvre les portes sur beaucoup de choses. Donc comme des gens nous ont ouvert les portes avant, moi j'essaie d'ouvrir les portes pour ceux qui viennent après. Donc moi je suis ceux qui sont devant nous. Les gros collectionneurs d'avant ou les gros joueurs de tournois de l'époque, ils nous ont ouvert les portes, parce que sans eux on n'en serait pas là. Ou même les gros youtubeurs type David Lafarge. Moi David Lafarge, j'ai un énorme respect pour ce qu'il a fait. Sans lui on n'en serait pas là, il nous a ouvert les portes. J'essaie de faire ça, tu vois, d'être dans la continuité de ce que les gens font et ceux qui suivront derrière, parce qu'il y aura des gens qui vont venir, qui vont nous dépasser et qui vont faire bien mieux, et c'est tout ce qu'on souhaite à la commune. Comme ça, déjà ça permet aussi de créer une bonne continuité, ça je répète ce mot-là, une bonne assise, une bonne représentativité de ce qu'on fait ici. Et tu l'as vu avec le gala, Gary nous a félicités. Donc c'est la consécration pour toute la communauté. Alors oui, nous on était aux commandes, mais ceux qui mettaient le carburant et qui étaient acteurs, c'était vous. Ça sans vous, nous on n'existe pas. Enfin, le gala n'existe pas. Donc là-dessus, cette notoriété me donne cette force-là. Si je devais résumer. Pas de problème, super intéressant. Et d'ailleurs tu parlais de la communauté US. Aujourd'hui, tu fais tes posts en anglais, tu es beaucoup à l'étranger. Tu te considères dans quelle communauté aujourd'hui? Française ou américaine? Je suis un Français francophone avec une orientation internationale, sans oublier la commun affaires, sinon on n'en serait pas là forcément. Mais comme ma collection elle est japonaise et anglaise, et qu'avant
que ça vraiment explose en français, ça se trouve à l'international. Ça se fait naturellement, c'est pas que j'ai choisi ou pas. Moi, tu me vois très très peu sur les groupes FR. De toute façon, aujourd'hui, même, c'est plus du tout la même ambiance. C'est plus la même ambiance. Moi, j'y suis beaucoup moins. De toute façon, Instagram est en train de bouffer les groupes Facebook. Ouais, ah ouais. Donc, aujourd'hui, tu vois, une personne qui a un peu de notoriété, par exemple, je le vois avec Thibaut, dès qu'il a des questions, toi, la communauté est ultra active tout de suite. Ah ouais. En fait, tu cibles ta communauté. Alors que sur Facebook, tu es noyé dans les actualités. Sur Insta, tu cibles vraiment ta communauté, ceux qui te suivent. Je comprends. Et pour compléter ce que je te dis, parce que j'ai oublié ça, mais c'est un point qui est quand même très important, moi j'ai fait du Facebook, des groupes Facebook, et c'est en fait l'ergonomie de Facebook ne m'a jamais plu, même avant de rentrer dans les groupes. J'ai toujours eu du mal avec Facebook. Alors qu'Insta, j'ai tout de suite accroché à Insta. Et moi j'ai commencé en 2017-2018, et il y avait quasiment que des étrangers. En fait, c'est moi qui me suis adapté à Insta et à la commu qui était présente, qui était internationale. Parce que Facebook, j'ai toujours eu beaucoup de mal à appréhender. Je comprenais jamais comment les posts fonctionnent. À un moment, tu as un post, hop, tu rafraîchis, il disparaît. Ça me rendait fou. C'est vrai que c'est un algorithme assez particulier. Assez ouais. Moi, ça m'a beaucoup aidé étant plus jeune quand j'ai commencé ma collection. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je commence un peu à me délaisser parce que déjà, la communauté change. Ouais. Il y a beaucoup plus de monde qui ne connaissent pas et ils connaissent sans connaître. Et ils étalent un peu leur savoir sans vraiment avoir les connaissances. Et du coup, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup. Tu pourras discuter de ça avec des gens qui sont très vieux de la communauté, comme je suis par exemple à Dominique Guerlove, à Glink, tous ces gens-là qui étaient là avant, même Teddy Garcia qui est plus trop dans Facebook, tu vois. Et c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus centrés soit sur leur site eBay ou soit directement sur Instagram. D'accord. Et c'est vrai que ça a beaucoup changé et Insta est beaucoup plus réceptif par rapport à beaucoup de choses. La preuve, aujourd'hui, quand j'ai des questions par rapport à une interview, avec Insta, c'est tellement simple que toi, tu peux répertorier, tu peux reprendre, tu peux avoir la liste de toutes les questions qu'on t'a données. Et ça, c'est ultra cool. Toi, tu as juste à lire ta liste et c'est beaucoup plus simple. C'est ça. Alors, sur Facebook, tu es obligé de chercher les commentaires, etc. C'est un peu plus chiant. Enfin bon. Du coup, toi, pour en revenir un peu à la communauté, toi qui as fait le premier événement TCG, tu as aimé revoir ou voir certaines personnes de la communauté ? Absolument. Tu sais, dès que je repasse déjà en France, soit je fais une story Insta ou je shoot un message aux gens pour voir un maximum de personnes. Et encore, nous, toi et moi, on a la chance d'être en région parisienne, ce qui fait qu'il y a un cœur de collectionneurs, d'acteurs du TCG, de la communauté qui est présent. Donc je trouve toujours des gens à revoir, surtout, nous on est dans l'Ouest parisien, en plus c'est encore peut-être plus simple je trouve. Alors déjà, non seulement j'étais hyper content de revoir les gens, hyper fier de leur présenter quand même notre bébé, tu vois, et de pouvoir donner ça à la commu, et j'étais d'autant plus content que c'était la colo en vrai. On était entre nous, c'était un peu la fin de l'année scolaire, on allait vraiment célébrer et fêter ça, la kermesse un peu. Ouais. Je l'ai vu un peu comme ça, donc j'étais très content et c'est majoritairement, pour pas dire la quasi-majorité, des gens hyper bienveillants qui étaient là. Il y a même eu des haches de guerre qui se sont enterrées, donc... C'est mon cas, mais c'est pas mon cas. Entre autres, c'est vrai que j'ai dit entre autres. Écoute, tant mieux. C'est ce qu'il faut, même si je déteste personne dans la communauté, mais... Enfin bon. Après, ça va être c'est certaines questions des abonnés. C'est vrai qu'il y en a déjà qui sont un peu passées. C'est vrai, j'ai oublié de te le prévenir. Mais du coup, on a une question dont c'est pas trop dans l'ordre. C'est comment tu en es venu à collectionner les No Rarity, par exemple ? Ça, c'est fou, ça, parce que franchement, je ne saurais même pas te dire exactement comment c'est arrivé. Ah oui, si je peux te dire un peu comment c'est arrivé. Donc, je collectionnais le japonais. Je collectionne comme ça et j'essaie toujours de trouver les sets anciens. Ok. Donc, j'essaie de trouver les sets anciens et tout. Donc, set de base japonais, forcément, je vais le collectionner. Et en fait, t'as un Australien qui s'appelle Pokémon Syndicate qui commençait à hyper de ouf le No Rarity. Et il disait, mais les gars, le No Rarity, c'est le premier set jamais sorti. Donc, c'est une erreur de prod, ça dépend comment on va jouer, mais en tout cas, dans les faits, ce serait le premier set sorti, même si ça fait partie du set de base. Et forcément, c'est un truc qui commence à me parler. Mais la hype, elle était pas. Et en plus, c'était une mini-hype. Tu vois, c'était une hype parmi la communauté qui était déjà moins grande qu'aujourd'hui. Et donc il en parle. Et je me dis, ah ouais, c'est un intérêt qui est pas mal quand même. Moi, je trouve ça vaut le coup de se lancer dans cette aventure. En plus, les prix étaient beaucoup plus accessibles. Aujourd'hui, je le ferais pas. Tu vois. Et de fil en aiguille, je commence à me chauffer. Je dis, vas-y, je le fais et tout. Et à ma grande chance, un jour, je feuillette mes classeurs. Et tu avais un autre japonais qui venait à Paris, qui faisait des annonces dans un magazine qui s'appelait Paris Panam ou Paris Boom Boom. C'est l'équivalent du eBay, mais en libre service. Okay. Et lui il apportait des items du Japon qu'il vendait comme ça. En plus de Mr. Fuji qui venait à Jussieu.
Et un jour, pour me remercier de lui avoir acheté des choses, il m'avait donné des cartes et des items. Et comme je dis, moi j'avais tout gardé, ma mère avait tout gardé dans un carton et tout. C'est vraiment, ça c'est une de mes grandes chances. Ouais. Je feuillette ce classeur et c'est pas ce que je trouve quoi. Je trouve un Charizard, un Dracofeu Rarity. C'est pas incroyable, entre autres, hein, en plus. Et je vois ça, je dis, mais c'est un truc de ouf. Et je l'ai envoyé à PSA, il est revenu 8. Ouais. Ouais. Tu l'as toujours? Je l'ai toujours, je l'ai gardé, j'ai fait signer le case par Rita. Et ça, c'est une carte de cœur. Tu vois, dans mon petit jardin secret, mon petit coin secret que j'aimerais créer un jour, bah ça, c'est une carte que j'exposerai en évidence. Incroyable, c'est fou. C'est le genre d'anecdote que je kiffe entendre, tu vois. J'ai une grande chance, je me rends compte. Hein. Beaucoup de petits acteurs qui t'ont aidé vraiment à te propulser, ça, je trouve ça ouf. T'as eu que des bonnes opportunités. Je sais pas si j'ai des bonnes vibes ou j'ai de la chance, mais... Bah après, t'es quelqu'un, je t'ai dit, bienveillant, donc tu vois, c'est celui qui sauve la vie te sauvera, tu vois. L'univers me le rend bien. Voilà, c'est ça, totalement. Et du coup, on va rentrer dans les dernières questions. Pareil, quel est ton Pokémon préféré? Alors, j'ai pas de Pokémon préféré, mais un Pokémon que j'affectionne tout particulièrement, c'est Mew. Mew, ok. Ouais, j'aime bien Mew parce que c'est un Pokémon qui paye pas de mine, qui est très mignon. Il est simple. Ouais, qui vit la vie, mais qui a un pouvoir incroyable. C'est-à-dire... Oui, il est toujours joyeux. Ouais, mais à contrario, il a un pouvoir, tu vois, phénoménal. Il peut rentrer en confrontation avec Mewtwo. Easy, après c'est normal, je veux dire, mais... ça j'aime bien. Ta carte préférée, valeur sentimentale et histoire? J'imagine que tu en as plusieurs du coup. Ouais, j'en ai plusieurs. Je trouve que la N2 Pikatrophie, elle est incroyable. C'est une carte incroyable de par son histoire. J'ai toujours aimé les traîneurs déjà. Et j'ai eu l'occasion, quand j'étais petit, de faire des tournois, mais j'étais très nul. Donc je garde quand même cette nostalgie des tournois. La N2, le fait que je la cherche depuis très longtemps, donc c'est une carte que j'affectionne particulièrement. Mais une carte qui combinerait tout et que j'aime le plus, même si c'est très difficile à choisir, mais les gens qui me connaissent vont savoir quelle carte je vais dire, c'est le Léviator brillant et surtout la version japonaise. Ouais. Ok, ah oui, j'aurais jamais pensé. Ah ouais, tu vois. Incroyable. Parce que toi, tu me dis t'es team Sugimori, mais moi je kiffe Sugimori, c'est juste que je me suis. Alors je vais pas dire ça, mais j'ai appris à connaître Arita, je vais dire comme ça, ça fait pas trop le mec qui se la raconte. Grâce à Idir notamment, où j'ai appris le détail des trucs et tout. Mais oui, moi je suis à fond de team Sugimori aussi. Non, ça, moi j'aime bien la simplicité. Mais je suis très c'est l'image de Pokémon d'une certaine manière, tu vois, des produits dérivés et tout. Donc, Ok, Léviator brillant, pas de problème. Bon, incroyable. C'est vrai qu'elle est magnifique. Elle est dingue. Hein. Et ça a été fait par qui? Par Sugimori, qui est une des cartes les plus abouties en termes de décor, paradoxalement, tu vois. Ouais, c'est Sugimori. Je ferai attention en regardant à la maison. Du coup, ton illustration préférée va avec la carte que tu souhaites garder? Bah, je dirais maintenant mon illustration préférée pour ce que je t'expliquais. Illustration, si vraiment je devais sortir le côté sentimental. Ouais. Ah oui, il y a une illustration qui est très jolie. Je crois que c'est dresseur de Pokémon, si je te dis pas de bêtises, dans Neo, avec deux personnes âgées et un Dracolos. Si, ça me dit quelque chose. Je me trompe peut-être sur le nom, mais franchement, il y en a tellement. Même le récent, ce qui sort aujourd'hui, les alternates et tout, c'est incroyable. C'est pour ça, moi, je t'ai dit, comme j'ai commencé avec le vintage, l'ancien, j'adore ça, mais je suis jamais fermé à ce qui sort, surtout que tu as des illustrateurs d'époque qui illustrent aujourd'hui, donc ça n'aurait pas de sens de dire non, j'aime pas ce qu'ils font maintenant. Totalement. Et du coup, quel est ton meilleur souvenir d'un Pokémon et le pire? Bah, mon meilleur souvenir. J'imagine qu'avec tout ce que tu me racontes, tu as dû en avoir un paquet. Ouais, non, franchement, non, ce serait impossible de donner un meilleur souvenir, c'est impossible. Là, tu vois, très récemment, le gala, forcément, ça restera un meilleur. Non, il est impossible. Moi, tu vois, par exemple, j'ai des flashbacks de mon enfance. Quand je faisais les jeux, non, franchement, je pourrais pas te sortir un meilleur souvenir, impossible. Et du coup, en pire, si tu as un pire souvenir? Le pire souvenir? Genre là où tu as été déçu peut-être par quelqu'un, par un échange, déçu par quelqu'un et par les échanges, ça c'est récurrent, j'ai envie de te dire. Mais le pire souvenir, ouais non, les pires souvenirs c'est quand quand t'as une carte qui est perdue par la poste, que t'attends et que tu l'as enfin trouvée dans le bière, c'est que ça fait 3 ans que tu la cherches et qu'elle se perde. J'ai déjà perdu une Tropical Wind par exemple. Et ça c'est triste, mais après je l'ai retrouvée dans d'autres circonstances, j'ai eu cette carte là ailleurs, dans d'autres circonstances, avec une très belle histoire aussi. Donc ça compense ces pertes-là. Les scammers, les gens qui te volent, les gens qui t'arnaquent, les gens... Ouais, le pire truc, c'est les gens qui tu fais confiance et qui te trahissent dans la communauté. Mais ça arrive. Ça arrive, ouais. C'est une communauté, hein, au final, une communauté d'humains. Donc, investissement, ça. Tu peux gratter un peu de fric, il faut. Par exemple. Voilà.
Si tu devais garder un item ou une carte dans ta collection, laquelle ça serait? Si je devais. Voilà, tu m'as posé une vraie question. Une vraie question. C'est une question de la communauté, c'est pas moi. Une carte ou un item? C'est dur. Là, tu me poses une colle là. Ouais. Ah ouais, franchement. T'en as tellement que t'en as beaucoup que t'aimerais garder. Par exemple, j'ai le Dracofeu du set de base signé par Arita de mon enfance. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez fort, mais j'ai l'Eviator brillant que j'avais chopé quand il n'y avait pas la hype. Ouais. Donc t'as pas de réponse. J'ai vraiment pas de réponse en vrai, franchement, c'est. Et bah, c'est pas grave. Mais si t'as pas de réponse, t'as pas de réponse. Ce que je garderai, c'est des putins de souvenirs. Ouais. Ouais, ça, j'ai de la chance que demain, si je perds tout, personne ne pourra m'enlever ce que j'ai vécu, et ça, je trouve que c'est le plus beau. Ouais. Totalement. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Rencontrer les gens, partager, etc. C'est ce que je kiffe le plus dans les interviews. Donc, totalement. J'ai une dernière question. Yes. Que pense ta famille de Pokémon de ta situation par rapport au fait que tu en vives, etc., que tu achètes des grosses cartes? Alors, au début, pour tout le monde, c'était pas facile parce que t'en vivais pas. Je travaillais des heures pas possibles. Je gagnais à peine 1000-1500 balles, ce qui est bien, hein, tu me diras, mais au taux horaire, j'étais pas du tout gagnant. Mon épouse m'a toujours soutenu. Elle me soutient dans toutes circonstances, quoi qu'il arrive. Ça, c'est... Après, il faut ramener la popote sur la table. Au bout d'un moment, il faut quand même vivre de ce que tu fais. Et au départ, je devais même pas en vivre. Hein. Ça s'est fait comme ça. J'ai quitté mon job pour faire que ça. Donc, j'avais une bonne situation. C'est pas comme si je quittais un job où je gagnais pas bien ma vie. Loin de là. Pour ma mère, c'était beaucoup plus difficile. Beaucoup plus difficile parce qu'elle m'a poussé à faire de bonnes études, ce que j'ai fait du coup. Mais elle comprenait pas pourquoi je quittais ce monde-là, où tu étais très bien en fait, avec une carrière qui était tracée, pour un monde qui était inconnu et qui n'a aucune sécurité. Mais t'arrives à un moment où tu cherches du sens à ta vie. Ça va paraître bateau ce que je dis, mais c'est une vérité, là, je vais me dévoiler et m'ouvrir. Donc pour elle, c'était beaucoup plus compliqué. Elle m'a toujours fait confiance, elle savait que quand je fais un truc, je le fais à fond, mais ça veut pas dire que tu vas réussir. Et après, quand ça a commencé à prendre, là, elle m'a fait beaucoup plus... elle était beaucoup plus à l'aise. Par contre, ma mère m'a toujours aidé. Elle m'a toujours aidé pour les envois, pour aller à la poste. Elle aimait faire ça, tu vois. Trop cool. Mais voilà, sinon, et puis mes amis m'ont toujours soutenu. En général, je suis bien entouré. Franchement, j'ai de la chance. Tant mieux. De toute façon, bienveillant comme t'es, il n'y a que ça. C'est grâce à eux que je suis comme ça aussi. Peut-être. Ouais. En tout cas, écoute, merci beaucoup pour cette interview. Enfin. Je crois que ça va être l'une des interviews les plus longues aussi que j'ai faites, avec celle de Romain et celle de Ligier. Ah oui, Ligier. Mais ça fait très plaisir de t'avoir. Ça fait longtemps que je voulais te questionner par rapport à tout ça. Et je pense que le fait d'avoir attendu, ça t'a fait acquérir d'autres choses, de nouvelles questions par la suite. Et en vrai, je suis content que cette interview ait été décalée jusqu'à aujourd'hui. Ouais, parce que du coup, moi j'ai acquis aussi une maturité que j'avais pas avant. Et le fait d'avoir cette interview, franchement, c'est une concrétisation de beaucoup de choses. Parce que voilà, j'ai eu Romain, j'ai eu David Lafare, j'ai eu Nicolas Ligier, puis j'en oublie certains. Mais vous êtes tous autant exceptionnels l'un que l'autre et ça fait plaisir d'avoir une personne comme toi dans le commun. Après, tu nous le rends bien. Parce que, peut-être, je sais pas. Toi, tu t'es lancé il y a quelques années déjà. Ouais, au moins 2 ans avec Boxrec, déjà Genesis. Et t'as énormément progressé. Au niveau pro, au niveau questions, au niveau comment t'es à l'aise avec la caméra. Donc, tu le rends bien à la commune. Donc, il n'y a aucune raison qu'on vienne pas. Au contraire, avec plaisir. Écoute, merci beaucoup, ça me fait plaisir d'avoir ce genre de retour par rapport aux interviews. Et puis, merci à vous de suivre peut-être jusqu'au bout cette interview. Je ne sais pas si tout le monde a pu la suivre parce qu'elle est quand même très longue. N'hésitez pas à l'avoir mis en mode podcast parce qu'il y en a, je sais qu'il y en a certains qui le font. On peut retrouver Mr Fuji sur les réseaux, donc sur le site MJN, sur le gala TCG et aussi sur Instagram, Mr Fuji tout simplement. Voilà. Donc n'hésitez pas à le suivre, c'est une personne incroyable. Et en plus, t'es pas loin des 20 000 abonnés. Ouais, là, je m'y approche. Ouais. Voilà, donc n'hésitez pas, ceux qui ne sont pas abonnés, à vous abonner. Mais je pense que la plupart d'ici sont abonnés à ton compte parce que beaucoup te connaissent. Donc là, on est rentré vraiment en détail sur ta collection et ça fait plaisir. Voilà, merci encore. Puis que du bonheur pour la suite. Et puis on se retrouve pour d'autres ouvertures. Ouais. De toute façon, on va se revoir très vite, c'est l'impression. Donc parfait. À très vite. Voilà. Salut!